Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Les députés ont débattu hier de 3 questions orales qui concernaient l'administration territoriale et la décentralisation. Une proposition a été faite de supprimer purement et simplement le poste de préfet au profit du préfet-maire. Entre les États-Unis et le Mexique, c'est de nouveau la tension qui monte. Le président américain a menacé hier de fermer à compter de lundi prochain la frontière entre les deux pays. Les députés réunis en séance plénière ont débattu hier de 3 questions orales. Toutes ces questions ont été adressées au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Celle qui a le plus cristallisé les discussions était relative à l'impact du cumul de postes politiques et fonctions administratives sur la gouvernance dans les circonscriptions administratives. Les députés ont proposé la suppression pure et simple du poste de préfet au profit du préfet-maire. Césaire Carrefour, Abdelaziz Yagibou. Quand l'engagement politique se mêle à la fonction administrative, c'est le principe de la neutralité de l'administration qui risque de prendre du plomb dans l'aile. En présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, le député Kayaba Sanoudi soulève la préoccupation et suscite le débat. De plus en plus, des préfets et autres secrétaires généraux de province en exercice sont élus conseillers municipaux dans leur localité d'origine. Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre? Ne peut-on pas craindre que cet engagement politique ne se dépeigne sur leur comportement dans les circonscriptions administratives dont ils ont la charge? Tout en n'occultant pas cette probabilité, le ministre Siméon Sawadogo indique qu'entre droits civiques et obligations administratives, il y a une barrière faite de dispositions législatives qui garantissent la neutralité et l'impartialité. Les dispositions législatives et réglementaires sont prises. Il s'agit principalement de la loi 081 du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État qui, en son article 44, stipule que, je cite, « Le fonctionnaire doit, en toutes circonstances, assurer ses fonctions en toute impartialité et se garder de toute attitude discriminatoire à l'égard des usagers du service public ainsi que de tout comportement de nature à faire douter de la neutralité du service public. » 13 ans après l'entrée du Burkina dans la communalisation intégrale, le député Sanoudi estime que le processus de transfert des ressources vers les collectivités balbutie. Autant, selon lui, les ministères concernés par ces transferts continuent d'exécuter des chantiers qui, en temps normal, relèvent des maires et des conseillers municipaux, autant les ressources allouées aux collectivités sont transférées tardivement. Et réagissant à cette préoccupation, le ministre d'État Sawadogo, chiffre à l'appui, explique que malgré les difficultés de l'heure, des efforts sont consentis pour permettre à la politique de décentralisation de voler désormais haut. D'ici à 2020, 15% du budget national seront transférés aux collectivités, a-t-il indiqué. Et pour plus d'efficacité, la plupart des députés ayant pris la parole plaident pour que les maires soient désormais coiffés d'une double casquette de maire et de préfet. Nous avons à l'heure actuelle 350 départements et nous avons 45 provinces. Pendant qu'on parle de neutralité de représentants de l'État, une proposition m'est faite ici de faire en sorte que celui qui a été élu sur base partisane soit le représentant de l'État. Alors on ne peut pas vouloir d'une chose son contraire. Donc là, il y a problème. Donc nous sommes conscients qu'il y a une difficulté qui est ici. Moi, je pense que le problème qui est posé, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des 350. Est-ce qu'on travaille à les renforcer? Là, il faut qu'on arrive à avoir les ressources nécessaires. Sinon, la solution la plus facile, c'est de dire qu'on les supprime. En attendant, le ministre d'État consent que des efforts doivent être faits pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des préfets et des hauts commissaires. Cette plénière a consacré la validation du mandat du député Roger Diman, qui supplée le député Tibila Kaboré du MPP, décédé le 13 mars dernier. Restons dans les couloirs de l'Assemblée nationale où vient de naître une nouvelle structure. Le cadre de dialogue interparti qui a été porté sur les fonds baptismaux se présente comme un lieu de cohésion entre les différents partis représentés à l'hémicycle en dépit de leurs différences politiques. Le cadre de dialogue interparti a fait sa première sortie publique hier à Bobo Dioulasso. Moussa Tamboura, Carole Mireille Tougma.
C'est une première au Burkina Faso. Tous les partis politiques présents à l'Assemblée nationale réunis autour du cadre de dialogue interparti. Cette nouvelle structure, qui s'est inspirée de l'expérience du Danemark, vise la solidarité entre les différents partis en ce qui concerne la question d'État, malgré les divergences idéologiques. Il n'y a pas de cadre qui regroupe l'ensemble des partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. C'est ce cadre que nous venons de créer pour nous permettre de nous retrouver entre partis politiques, acteurs qui nous sommes engagés dans la vie publique, qui avons pris des engagements devant notre peuple pour dire que nous luttons pour l'intérêt général. Le Danemark, où nous sommes allés, où nous avons discuté de leur expérience, c'est de dire que la politique, c'est l'art de gérer les différends. C'est l'art de gérer nos désaccords. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous pouvez vous entendre sur la manière de faire la politique. Vous pouvez vous entendre sur la manière de gérer les désaccords. Pour atteindre cet objectif, cette structure tient déjà une conférence sous le thème « Place et rôle du dialogue interparti dans le processus de réconciliation nationale au Burkina Faso ». Et c'est Monseigneur Anselme Sanon qui est... Ce soir, je vais le demander tout à l'heure à chacun de saluer l'autre. Parce que nous sommes les voisins de 7 milliards et plus d'hommes qui sont nos voisins, on ne le sait pas. Et pendant ce temps, le voisin le plus proche, on l'ignore. Et cet effort de rencontre, de dialogue, et comme je pense qu'ils ont leur orientation, leur décision, mais avant de s'entretuer, j'ai dit ça dans beaucoup de pays, il faut d'abord s'asseoir pour dialoguer. Le dialogue, voilà le credo de cette structure qui promet œuvrer pour la réconciliation nationale. Le Burkina, qui a su la présidence en exercice du G5 Sahel, a élaboré une feuille de route qui définit les priorités de la présidence burkinabé en lien avec les axes d'intervention du regroupement sahélien. C'est dans ce cadre que se sont réunis à Koudougou les membres du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel. Une rencontre pour élaborer un plan d'action de la mise en œuvre de la feuille de route. Reportage Daouda Ouattara, Kadi Sanogo. Pendant 3 jours, les membres du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel ont apporté leur contribution pour la mise en œuvre de la feuille de route. Ils ont échangé sur les axes d'intervention de la présidence burkinabé du G5 Sahel. Il s'agit de l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, de la mise en œuvre des projets prioritaires, du renforcement des capacités du secrétariat permanent et de la prise en compte des femmes et des jeunes. Au niveau des projets prioritaires, nous avons dit que c'est le temps de l'action. Au niveau du programme de développement d'urgence, nous allons exécuter des projets de construction de barrages pour ce qui concerne le Burkina. Au niveau des autres pays, nous avons des programmes hydrauliques, c'est-à-dire des adductions d'eau potable. Et nous avons également des aménagements hydrauliques. Ça veut dire que le programme de développement d'urgence est axé sur le secteur de l'eau. Et à côté donc de ces secteurs-là, il y a les thématiques de cohésion sociale qui seront mises en œuvre. Pour la patronne de la cérémonie, cet atelier revêt une grande importance. J'ai vu que les équipes ont vraiment très bien travaillé et ils ont pu en tout cas réunir un répertoire d'activités, d'actions qui sont pertinentes et nous avons bon espoir qu'après donc cet atelier, nous allons pouvoir avoir une feuille de route claire et bien précise. Cette rencontre va permettre aux participants d'élaborer un document consensuel pour la mise en œuvre de la présidence burkinabé du G5 Sahel. Les journées portes ouvertes de la Sonabel ont inscrit dans leur programme une visite guidée des installations de Bobo de Eco-Deni. Les visiteurs étaient composés des membres d'OSC et de journalistes de la ville de Sia. Une sortie pour atténuer les critiques contre la Société nationale d'électricité en découvrant les réalités du terrain. Betty Bienaon, Moumouni Baro.
Faire découvrir à la population les activités que mène la Sonabel, c'est l'objectif de cette visite guidée ici sur les installations des centrales électriques de Bobo 2 et de Cordény. Tous les compartiments de ces installations sont parcourus avec des échanges à l'appui pour montrer au public l'effort que fait la Sonabel en matière de fourniture d'électricité malgré les contraintes. C'est dans le cadre des journées portes ouvertes que la direction générale a voulu bien instituer pour permettre une communication avec le grand public, pour que les gens découvrent les contraintes auxquelles la Sonabel fait face, et ça permet aussi à la population de connaître dans quelles conditions nous travaillons. Cette initiative de la Sonabel est bien accueillie par les visiteurs, des visiteurs qui reconnaissent l'effort de la société, mais demandent que le public soit encore mieux servi en énergie. Cette démarche de la Sonabel nous va droit au cœur, en ce sens que dans cette période de canicule, on nous interpelle par moments et on juge notre mutisme. Bon, chacun à sa façon. Mais cette occasion nous donne, avec les échanges et tout ce que nous avons entendu de la Sonabel, nous constatons ce que la Sonabel fait comme effort et les insuffisances ont eu des explications. Tel que j'ai vu les installations, c'est vraiment très propre. On sent qu'il y a du professionnalisme au niveau des acteurs. On espère que les efforts seront toujours faits pour pouvoir satisfaire toujours plus la clientèle. D'autant plus que les besoins en énergie s'accroissent chaque année de 15%. Donc non seulement il faut combler ce gap-là, mais il faut encore aller au-delà pour pouvoir satisfaire en énergie ceux qui n'en ont pas actuellement. Une première à Bobo Dioulasso, ces journées portes ouvertes de la Sonabel permettent au public d'avoir un regard objectif sur des activités de la société, surtout les réseaux de production et de distribution. Les écoles nationales des enseignants du primaire du Burkina ont mis à la disposition de l'enseignement burkinabé environ 4000 instituteurs adjoints certifiés. La sortie officielle des élèves maîtres a eu lieu hier à Wayugia, dans le Yatenga. L'engagement a été pris par les nouveaux enseignants de se battre pour une éducation de qualité dans un contexte d'insécurité et d'incivisme. Constantin Ouedraogo, Alidou Alain Savadogo. Ils sont au total 4064 instituteurs issus de 8 écoles nationales des enseignants du primaire ENEP du Burkina. Ils effectuent ainsi leur sortie nationale à partir de Wayugia. Après 18 mois de formation, ces pédagogues s'engagent à relever les défis d'une éducation de qualité pour tous. De notre part, comme le ministre l'a si bien souligné, c'est de se donner à fond et braver toutes les difficultés, montrer réellement que nous sommes là pour se battre, afin que l'État, accompagné du ministère, puisse relever les défis qui s'exposent à eux, des défis particulièrement que nous avons exposés, et de sécurité et d'incivisme qui mine réellement notre société. Face à ces défis, les responsables de l'éducation rassurent que des mesures sont déjà prises pour permettre aux acteurs de ce secteur d'assurer avec quiétude leur mission et faire de l'éducation un levier pour le développement du pays. Le monde éducatif a été éprouvé depuis le début des menaces proférées contre le système éducatif. Nous avons perdu 4 enseignants à la date d'aujourd'hui. Donc nous sommes conscients de la nécessité de protéger nos enseignants. Il y a une opération d'envergure qui est en cours actuellement dans la région de l'Est, qui va se poursuivre dans les autres régions à fort défi sécuritaire pour permettre à chaque enseignant de pouvoir exercer son métier sans problème. Tout ce que nous avons pu arrêter comme programme, les référentiels de développement, que ce soit le PNDS, que ce soit le programme présidentiel, ne peuvent s'exécuter que si nous avons un personnel de qualité. D'ailleurs, le président l'a dit, il fait donc du renforcement des capacités humaines, donc un levier très important. Et ça commence par l'éducation. Cette sortie nationale est aussi marquée par la décoration des 8 agents des ENEP, la remise du prix aux majors sortants et l'inauguration d'une salle informatique au profit de l'ENEP de Wayugia. Une célébration du 8 mars en différé sous le patronage de l'épouse du président du Faso, Sika Kaboré. Elle a été initiée par l'Amicale des femmes des affaires étrangères et la coordination des femmes des communautés vivant au Burkina. La manifestation avait pour objectif de contribuer à la promotion d'un vivre ensemble, à la consolidation de la paix et de l'intégration des peuples. Idrissa Warga, Aimé Solange Gigma. Femmes actrices de paix, de cohésion sociale et d'intégration,
C'est sous ce thème que l'Amicale des femmes des affaires étrangères et de l'intégration africaine et la coordination des femmes des communautés étrangères vivant au Burkina célèbrent en différé la 162e journée internationale des femmes. Par cette commémoration, elles entendent apporter leur contribution aux efforts de développement du pays, notamment à la promotion de l'intégration des peuples et à la consolidation de la paix. Le Burkina Faso est depuis quelques années confronté à de multiples attaques terroristes. Donc nous avons voulu ne pas sortir de ce thème national-là et inviter les femmes, les affaires étrangères, mais aussi de l'intégration africaine, les femmes des communautés et tout le monde de façon générale à œuvrer à un Burkina de paix, de sécurité, de cohésion sociale et d'intégration des peuples. La marque que nous voulons donner à cette journée, en fait, c'est notre contribution au retour de la paix. Parce que nous savons, tout le monde le sait, que le Burkina, le contexte actuel est tourné vers l'insécurité et tout. Et donc, par notre présence, nous espérons que nous allons contribuer de façon efficace à la paix et à l'intégration et à la cohésion sociale. Pour ce faire, elles vont se pencher sur l'implication de la femme dans la promotion du vivre ensemble et dans la prévention et la gestion des conflits. Nous devons également nous engager et accompagner les autorités nationales dans la lutte pour la cohésion nationale et la paix. À travers cette commémoration, le Burkina Faso réaffirme son attachement aux valeurs d'hospitalité et au brassage des peuples, ainsi qu'au partage des valeurs culturelles africaines. Opération de don de sang, dépistage de l'hépatite B, dégustation des mets des différentes communautés sont entre autres activités qui ont ponctué cette commémoration. Fin hier de la première semaine Songhai du Burkina. Elle a été marquée depuis mardi dernier par un festival et des journées scientifiques qui se sont déroulées à l'université Ouaga 1. Cette semaine a été un cas de promotion des valeurs de paix, d'intégration et de tolérance des femmes et hommes qui partagent la langue Soraï et la culture qu'elle véhicule. La rencontre a rassemblé un millier de participants venus de pays voisins et de la diaspora. Alidou Badini, Olopoda. Bien que dispersée dans la plupart des pays de la région ouest-africaine, la communauté Songhai vient de démontrer à travers cette semaine Songhai du Burkina sa capacité de se rassembler pour une cause noble, celle d'utiliser sa langue et sa culture pour établir des liens de coexistence pacifique avec les autres communautés. La rencontre de Ouagadougou a été une tribune de dialogue pour les Songhai du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Togo, du Sénégal et de la diaspora de revisiter leur histoire. Au niveau du Burkina, parce que beaucoup de Songhai ne parlent pas leur langue, on va essayer d'ouvrir des centres, on va essayer d'aider les enfants à apprendre ces langues-là. Donc je peux dire que ça, c'est un objectif vraiment atteint. Et les Songhai eux-mêmes, ils vont s'approprier, ils vont s'alphabétiser, ils vont utiliser ça dans le commerce, dans l'agriculture, dans l'élevage. Couronnée d'activités socio-culturelles et de journées scientifiques, cette semaine organisée par le docteur Alain Ouedraogo vient ainsi d'offrir à la communauté Songhai un cadre de retrouvailles pour se mettre au service de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé où les communautés ne peuvent avancer que parce qu'elles se donnent la main pour travailler et pour vaincre l'adversité. Également, nous savons que l'espace où nous sommes, c'est un espace gangréné par des attaques terroristes. Et donc des informations qu'on peut avoir à Gao, qui peuvent se retrouver à Niamey ou à Parakou au Bénin, du fait que nous avons une communauté qui communique, ce sont des informations utiles qui doivent servir aux dirigeants et aux gouvernants pour permettre effectivement de pacifier notre espace. Vous savez, dans le désordre, on ne peut rien faire de bon et nous comptons pleinement nous assumer pour jouer le rôle qui est le nôtre pour la recherche de la paix, la sécurité, la cohésion sociale. La cohésion sociale, une valeur chère à cette communauté qui a ici pris l'engagement de mettre en place un réseau de communicateurs pour relayer les informations relatives à la promotion de la langue et de la culture Songhai, mais surtout au dialogue interculturel, à l'intégration et à la paix.
La construction du mur connaissant quelques difficultés à se mettre en route, le principal concerné par ce projet pharaonique bande les muscles. Le président américain menace de fermer à partir de lundi prochain la frontière entre les deux pays, une menace qui ne plaît pas du tout aux Mexicains déjà excédés par la question du mur. Le ton est de nouveau monté d'un cran entre Donald Trump et les autorités mexicaines. Le président américain a menacé vendredi de fermer une partie de la frontière dès cette semaine afin d'obliger le Mexique à agir plus efficacement contre l'immigration illégale. En décembre dernier, Donald Trump avait déjà lancé un ultimatum aux Mexicains avant de se raviser. Il semble désormais déterminé. Le Mexique va devoir faire quelque chose, explique Donald Trump. Sinon, je vais fermer la frontière. Avec un déficit comme celui que nous avons avec le Mexique, la fermeture de la frontière serait bénéfique. Lorsque vous fermez la frontière, vous empêchez également l'entrée d'un grand nombre de drogues. Je ne vais pas commencer à me disputer à ce sujet, a répondu vendredi le président mexicain. Je vais être très prudent. Pour un certain nombre de circonstances, et notamment parce que nous voulons entretenir de très bonnes relations avec le gouvernement des États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères mexicain a été plus direct. Le Mexique n'agit pas sous la menace, a fait savoir Marcelo Ebrard, et de rappeler que plus d'1 million d'Américains vivaient au Mexique. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de votre aimable attention à votre petit écran. Excellent après-midi à toutes et à tous.